Hello les zikos, c'est Cam de la chaîne Musicorum et dans cette vidéo, on va parler des effets de la musique sur le cerveau et notamment de ses bienfaits. La musique a une place importante dans la vie des Français. Selon un sondage de l'IFOP de 2017, elle est en première position dans l'activité culturelle dont les Français ne pourraient se passer, mais cela concerne davantage l'écoute de la musique que la pratique d'un instrument qui, elle, est peu répandue et décline avec l'âge. Ce qui est dommage parce que la pratique musicale a de très nombreux effets positifs sur le cerveau. Emmanuel Bigan, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et directeur du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, nous précise que lorsque la musique nous parvient, notre cerveau l'interprète à une vitesse de 250 millièmes de seconde, au cours de laquelle se joue une véritable symphonie neuronale. Concrètement, le son est d'abord traité par le système auditif, puis interviennent différentes aires cérébrales impliquées dans la mémoire, les émotions, la motricité, le langage, sans compter l'activation des circuits neuronaux de la récompense, donc production de la dopamine, lorsqu'on écoute une musique plaisante. C'est avec la révolution de l'imagerie cérébrale dès la fin du XXe siècle que l'étude des effets de l'écoute et de la pratique musicale a pris une autre dimension et a permis de mener de nombreuses études sur le sujet. On va faire un tour de tout ça. Avant de commencer, il faut savoir que le cerveau n'est pas immuable. C'est un organe qui évolue constamment. Il a une plasticité fonctionnelle, qui se traduit grossièrement par une capacité des neurones à modifier leurs connexions pour rendre certains circuits nerveux plus efficaces, mais aussi une plasticité structurale, ce qui veut dire que la densité de neurones et des fibres de connectivité entre les neurones varie aussi en fonction des apprentissages. Et on va voir comment l'apprentissage de la musique a des effets autant sur la plasticité fonctionnelle que structurale du cerveau. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? La musique est un moyen de communication et d'expression. L'inclusion de l'écoute et la pratique de la musique chez des enfants qui ont tout juste l'âge de commencer à apprendre à parler facilite l'acquisition de compétences liées à la maîtrise du langage, notamment en leur enseignant le rythme et les rimes. Un enfant pratiquant la musique aura plus de facilité pour la maîtrise de sa langue natale, mais aussi pour l'apprentissage de langues étrangères, et aura également plus de facilité en matière de lecture et d'écriture. C'est ce qu'ont révélé les travaux de Jonathan Bolduc, associé au Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son de l'Université de Montréal. Dans une étude, il a fait le lien entre la perception rythmique, donc l'ordre et la proportion des différentes durées des sons, et les capacités à segmenter les mots en syllabes. Il a mené son étude auprès de 61 enfants de 4 ans, et ce qui a été conclu, c'est que les activités musicales favorisent le développement de la conscience phonologique. C'est la capacité à percevoir, segmenter et manipuler les unités sonores du langage, comme les rimes, les syllabes et les phonèmes. Bah oui, c'est une rime triple. Blanche et sèche, poitrine et prairie de notre enfance. Les résultats de cette étude ont révélé que de meilleures habiletés perceptives sur le plan rythmique bonifient le traitement de la syllabe. H-E-L-L-O. H-E-L-L-O. This is how we say hello. This is how we say hello. Move your feet to the beat. Move your feet to the beat. Can you feel my heartbeat? Ainsi, les enfants qui distinguent un plus grand nombre de séquences rythmiques segmentent mieux les mots en syllabes, ce qui facilite l'élaboration de stratégies en lecture et en écriture. Ça confirme donc l'importance des activités musicales et de l'enseignement de la musique à l'école. Ensuite, la lecture musicale aide à la lecture de textes chez les enfants car elle implique une région du cerveau que l'on retrouve chez des enfants qui décodent des lettres, des symboles, très tôt dans leur apprentissage de la lecture. L'étude qui a permis de mettre cela en avant concernait la différenciation entre la lecture uniquement mélodique d'une part et la lecture uniquement rythmique d'autre part sur des sujets musiciens. Elle a permis de savoir que ces deux différents types de lecture, mélodique et rythmique, impliquent deux réseaux spécifiques et distincts qui ne se recouvrent pas complètement, mais qui se recouvrent dans des régions du cerveau importantes pour la lecture. Ah, maintenant j'ai un sujet qui va en intéresser beaucoup d'entre vous. C'est la différence oreille absolue et oreille relative et les liens que ça a avec le langage. On dirait pas comme ça, mais effectivement, il y a un lien entre l'oreille absolue et le langage. Je vous explique. Le point de départ, c'est qu'une étude concernant la hauteur musicale a été réalisée sur des musiciens et sur des non-musiciens. Elle a montré que les régions cérébrales qui décodent la hauteur du son présentent plus d'activité du côté droit du cerveau pour les sujets non-musiciens, et à l'inverse, les sujets musiciens ont une activité qui va se bilatéraliser, à la fois à droite et à gauche du cerveau, avec une activité qui devient même parfois plus forte à gauche du cerveau. Et la raison qui explique ce phénomène est que lorsqu'on apprend la musique, on apprend tout un langage sur la construction musicale, sur laquelle on apprend à mettre des mots. On va commencer, pourquoi pas, par une petite syncope que j'enchaînerai avec 3 croches régulières, pas de triolet bien entendu, et je finirai la mesure par quelque chose comme ça, en quintolet évidemment, c'est du 5 pour 4, mais on ne s'affole pas. Et ça, c'est le phénomène qu'on retrouve chez les personnes qui ont l'oreille absolue.
Donc une étude a été réalisée sur un certain nombre de sujets qui prétendaient avoir l'oreille absolue. Oui, parce qu'énormément de gens prétendent avoir l'oreille absolue, mais en fait il s'avère la plupart du temps qu'ils n'ont qu'une oreille absolument relative. L'oreille absolue, oui, c'est une personne sur 10 à peu près. Vous voudriez savoir si vous l'avez ou pas? Ça vous inquiète de savoir si vous l'avez ou pas? Non, non, mais je ne juge pas, écoutez, non, je respecte ça. Alors, quelle est cette note? Do, vous l'avez pas, hein? Voilà. Ça valait vraiment pas le coup de s'inquiéter, du coup, hein? Voilà. L'oreille absolue implique en fait un réseau particulier du cerveau qui est superposable au réseau du langage. Les sujets qui ont l'oreille absolue, ils entendent un son et le transforment directement en symbole linguistique. Quant à ceux qui ont l'oreille relative, ils présentent plus d'activité dans les régions préfrontales. Et en fait, cette activité cérébrale, elle est superposable à l'activité cérébrale de la mémorisation, comme si par exemple on demandait à la personne de retenir toute une série de chiffres, ce qui implique en fait la mémoire couplée à une stratégie de comparaison. 4, 5, 3, 4, 5, 0, 3, 5, 2, 1, 8, 9, etc. Ceux qui ont une oreille relative très entraînée, du coup, ils ont mémorisé une note de référence. C'est comme une sorte de diapason interne, et ils s'y réfèrent pour différencier la hauteur de la note à leur diapason interne. Mais finalement, avec un IRM pendant l'exercice donné, on peut directement voir si la personne a une oreille relative ou absolue selon la région du cerveau qui présente une activité. Si c'est le lobe frontal qui présentera une activité, c'est que le sujet a une oreille relative, qui peut être très poussée s'il arrive à avoir de bons résultats. Par contre, s'il a en plus faux aux exercices, c'est juste quelqu'un qui se la pète pour rien en se la ramenant en faisant croire qu'il a l'oreille absolue. Et par contre, si c'est le réseau du langage qui est activé durant l'exercice, c'est que le sujet a effectivement l'oreille absolue. Ah, et j'ai une autre chose qui va vous intéresser. Le professeur de neuropsychologie Hervé Platel a dit lors d'une conférence: quand on a fait du solfège, et surtout très tôt, eh bien on s'aperçoit qu'on peut développer de manière très très forte cette capacité. Des études justement de corrélation entre cette capacité d'oreille absolue et l'âge de début d'apprentissage de la musique montrent que en moyenne, hein, statistiquement, si vous commencez à faire de la musique donc autour de l'âge de 4 ans, vous avez 75% de chance d'avoir l'oreille absolue à l'âge adulte. Si vous commencez à 7-8 ans, vous n'avez plus que 40% de chance. Donc c'est vraiment lié, hein, c'est étroitement lié en tout cas à la précocité de l'apprentissage et au nombre d'années de travail lié à cette association. Donc l'oreille absolue n'est pas forcément innée, elle peut se travailler et surtout elle doit se travailler très tôt. Si on est déjà adulte, il nous reste seulement l'oreille relative qui peut être très poussée si on l'a beaucoup travaillé, comme j'aime l'appeler, l'oreille absolument relative ou relativement absolue. Elle peut avoir la même efficacité au niveau des résultats que l'oreille absolue, mais qui n'est intrinsèquement pas une oreille absolue étant donné que ce sera le lobe frontal associé à la mémoire qui sera en activité, et non pas l'aire du Broca ou de Wernicke associé au langage à laquelle est liée l'oreille absolue. Maintenant, on va parler de l'effet de la musique sur les personnes devenues aphasiques. Ce sont les gens qui ont perdu totalement ou partiellement la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit à la suite d'une lésion cérébrale. Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une montre? Il y a des aigus. Alors, on va essayer de l'écrire. Oui. On va voir si vous le retrouvez. Oui, oui, continuez, c'est juste. Donc, comment ça s'appelle? Alors, B, qui... Et alors, de nombreuses études, dont certaines sont toujours en cours, ont démontré et œuvrent toujours à démontrer l'efficacité d'une stimulation musicale précoce sur les patients devenus aphasiques suite à un AVC dans leur recouvrement de l'usage de la parole. Emmanuel Bigan, qui a piloté une de ses recherches au CHU de Dijon, nous apprend que les premières observations montrent non seulement que les patients éprouvent du plaisir à écouter des musiques qui leur rappellent des souvenirs, mais qu'ils se mettent spontanément à fredonner ces mélodies. Cette réaction pourrait faciliter la réorganisation fonctionnelle indispensable à la restauration des compétences linguistiques. Les orthophonistes ont une méthode bien connue depuis les années 70 qui est la thérapie mélodique et rythmée, qui consiste à mettre des mots sur des rythmes et des mélodies. Il y a eu une étude à ce sujet, réalisée en 2009 par le professeur Schlog, professeur de neurologie et d'ingénierie biomédicale à l'Université de médecine du Massachusetts. Et à la suite de son étude sur des patients aphasiques, on peut voir de quelle manière la thérapie mélodique et rythmée aide à la récupération des patients qui ont un langage qui devient de plus en plus fluide. Et en fait, cette récupération, elle est corrélée
avec la densité des fibres de connexion entre l'aire de Wernicke, qui se charge du décodage des sons du langage, et l'aire de Broca, qui permet l'articulation des sons du langage. On voit, après traitement, que la densité des fibres de connexion entre les deux aires a augmenté en utilisant ce support mélodique. La thérapie mélodique et rythmée a donc un effet sur la plasticité structurelle du cerveau. Bon là maintenant c'est notre dernier point sur la musique et le langage, après on passera à autre chose. L'hypothèse de départ, dès le 19e siècle, était que la musique et le langage se trouvaient être confondus dans le cerveau. Mais des cas exceptionnels ont montré que les régions du cerveau mobilisées par une pratique musicale vont bien au-delà de celles mobilisées par les fonctions linguistiques. Ces deux fonctions peuvent donc être dissociées. On va voir un peu de quelle manière et ce que ça implique. Quelques patients ont montré qu'à la suite de lésions du cerveau, ils vont soit continuer à pouvoir s'exprimer par la parole, tandis que la musique est détériorée, ce qui s'appelle l'amusie, soit continuer à pouvoir s'exprimer en musique sans plus être capable de parler, ce qui est de l'aphasie sans amusie. Et ceux-là, ce sont des cas exceptionnels, ceux qui arrivent à s'exprimer en musique sans plus pouvoir parler. Ils sont généralement musiciens d'ailleurs, forcément. Et là, j'ai des petits exemples que j'ai tous tirés de la conférence de Hervé Platel, dont je vous ai montré un extrait juste avant. Le premier exemple concerne Chebalin, un compositeur russe, directeur du conservatoire de Moscou dans les années 40, qui après une attaque cérébrale a subi de profonds troubles du langage, mais a tout de même pu terminer de composer sa 5e symphonie qu'il avait entamée avant l'accident. 5e symphonie qui a été qualifiée par Shostakovich comme l'œuvre d'un grand maître. C'est un exemple d'aphasie sans amusie. Notre deuxième exemple concerne Jean-Louis Signoret, un organiste dans une église dans les années 80 qui était aveugle de naissance et qui a appris la musique grâce au système Braille adapté à la musique, où les notes sont notées sous la forme anglophone, C, D, E, F, G, A, B. Et il a par la suite été victime d'une maladie neurologique qui lui a causé un trouble aphasique avec incompréhension des sons du langage et impossibilité après de déchiffrer le braille pour du texte. Ouais, le sort s'acharne, quoi. C'est moi qui raconte ou c'est vous? Allez-y, marchez, marchez. Mais, quand on lui mettait une partition nouvelle à déchiffrer, il était capable de le faire, de manière moins fluide qu'avant sa maladie, mais il y arrivait toujours. Alors que les notes, comme je l'ai déjà dit, correspondaient à des lettres. Mais quand ces lettres sont organisées pour être lues comme une partition de musique, il était capable de les déchiffrer. Et du coup, ce qui a pu être déduit de ce type de cas clinique exceptionnel, c'est que la fonction musicale n'est pas liée à une fonction spécifique du cerveau, il n'existe pas un centre cérébral de la musique, mais au contraire, la musique implique différentes régions du cerveau. Et donc, une lésion cérébrale peut provoquer des troubles spécifiques, comme par exemple des difficultés de perception de la hauteur d'une note, ou alors des difficultés de perception du rythme ou du timbre, tout ça de manière indépendante, ce qui prouve que des régions du cerveau traitent de manière sélective tous ces différents aspects de la musique. Et donc, qu'est-ce que la musique fait travailler d'autre dans le cerveau ? La mémoire est un aspect complexe de notre cerveau. Il existe 3 types de mémoire, la mémoire sensorielle, ou à très court terme, la mémoire à court terme, et la mémoire à long terme. Les souvenirs sont d'abord stockés dans des régions qui sont impliquées dans l'expérience initiale et qui se consolident pendant le sommeil. Ils seront ensuite récupérés par des neurones du lobe frontal, et pour sa construction, le souvenir emprunte le circuit de l'hippocampe et de structures composées de substances grises, situées dans la partie profonde du cerveau. Comme ça, les bases sont posées. Maintenant, on peut commencer. En 2010, Hervé Platel et Mathilde Groussard ont cherché à déterminer si la parole et la musique impliquaient le même type de mémoire. Les résultats montrent que finalement, le langage implique une zone très circonscrite dans le cerveau, tandis que la musique mobilise beaucoup plus de régions différentes du cerveau dans le processus de mémorisation. Et en fait, plus la région mobilisée par le cerveau est réduite pour une certaine activité, plus un accident cérébral ou une maladie cérébrale peut entraîner la détérioration des capacités dans cette activité. Cette étude explique finalement que nos souvenirs musicaux, notamment chez les patients Alzheimer, résisteraient mieux que la mémoire verbale. La mémoire musicale fait participer le cerveau de manière beaucoup plus large que le réseau du langage, qui est un réseau très spécifique, ce qui le rend plus fragile par rapport aux maladies. Lors de la même étude, ils ont pu observer chez les musiciens une plus forte concentration de neurones dans l'hippocampe, la région qui concerne les processus mnésiques. C'était la première fois qu'un tel effet de la pratique musicale sur la mémoire avait pu être mis en évidence. Hervé Platel a dit que, je cite, «
Ce résultat confirme que la pratique de la musique stimule les circuits neuronaux de la mémoire et suggère qu'elle permettrait de contrer efficacement les effets du vieillissement cérébral. Plusieurs études ont ainsi montré que les sujets âgés ayant une pratique musicale de quelques années ont moins de risques de développer une maladie neurodégénérative, comme Alzheimer par exemple. Une autre étude a été réalisée sur des enfants à qui on a fait pratiquer un instrument pendant 15 mois. Les tests avant et après ces 15 mois ont tout d'abord montré chez tous les sujets un accroissement de la densité du corps calleux, l'amas de fibres de connexion qui relie les deux hémisphères du cerveau. Il a ainsi été démontré que l'apprentissage musical augmente le dialogue entre les deux hémisphères cérébraux. Mais quoi, nom d'un chien? La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? C'était plus calme quand j'étais pas musicien. Les résultats ont également montré que parmi les régions du cerveau qui ont subi une transformation bénéfique à la suite de la pratique musicale de 15 mois, il y a notamment l'hippocampe qui joue un rôle important dans le traitement des informations mnésiques. Si l'étude a démontré d'autres transformations structurelles du cerveau, le résultat le plus fort était celui lié à la mémoire. Et pour aller encore plus loin, il a aussi été prouvé qu'il existe une corrélation avec le nombre d'années de pratique et la taille de l'hippocampe. T'as un gros hippocampe, dis donc. Bah ouais, je suis musicienne. Par exemple, ici, on a un schéma de personnes d'un certain âge, où en rouge, on a des musiciens, mais des musiciens qui s'entraînent énormément, ils font tous partie d'un orchestre symphonique, et en jaune, on a des non-musiciens. Et cette étude a démontré qu'avec le vieillissement, la densité de matière grise, donc le nombre de neurones des musiciens, reste stable. A l'inverse, les sujets non-musiciens subissent une atrophie naturelle. L'entraînement musical maintient donc certaines régions du cerveau à leur pleine capacité. Si vous voulez un cerveau de Jones, allez vous entraîner! Oh, toi, par contre, c'est ton vocabulaire qui est atrophié. Enfin bref, rien ne vaut un exemple. Colette Maz est une pianiste qui a 100 ans de piano derrière elle. Ce serait présomptueux de dire que la musique est la cause de sa longévité, mais en tout cas, la musique l'a forcément aidé à préserver les capacités de son cerveau. Est-ce que vous jouez encore tous les jours du piano? Ah oui, ouais. Oui. Je fais pas ma toilette tous les jours, mais je joue du piano. Je pense qu'on doit tout entretenir, logiquement. Alors quand on joue du piano, il y a intérêt d'interdire ses mains. Et sa mémoire. La difficulté, c'est qu'on a beaucoup joué, mais on ne l'entretient pas. Ça s'en va. Ça s'en va de nos doigts, de notre tête, de la technique aussi. T'imagines la taille de son hippocampe à elle, après 100 ans de piano? D'ailleurs, en lien avec la mémoire, la musique améliore l'attention et la concentration, notamment des enfants à l'école. Les gens qui ont suivi un enseignement de la musique ont une capacité à se remémorer des choses, même lorsque l'esprit est concentré sur autre chose. Contrairement à moi qui ai décroché 3 fois de la vidéo. Et les enfants peuvent se concentrer pendant plus longtemps, ils ont un temps de cerveau plus élevé que les enfants qui ne pratiquent pas de musique. La relation entre musique et compétences mathématiques est seulement en partie établie. Il est établi que l'apprentissage des rythmes musicaux aide les enfants à comprendre les fractions basiques, à résoudre des problèmes et aide à reconnaître les formes, donc à acquérir des compétences géométriques. Il y a eu un travail de recherche mené en 2003 sur les affinités entre l'apprentissage de la musique et des mathématiques. Le lien entre mathématiques et musique, on en parle depuis Platon et Pythagore, entre autres. Mais l'étude qui a été menée a su mettre en évidence des connexions importantes particulières qui peuvent se faire. Les enfants semblaient s'orienter vers des raisonnements généraux en découvrant que les structures rythmiques incarnent en fait des structures mathématiques, comme le ratio, la proportion, les fractions, les multiples communs, les transformations et les invariants. Les chercheurs se sont ainsi demandé si l'aspect le plus général de l'affinité entre les mathématiques et la musique ne serait pas la perception et l'étude articulée des modèles, des patterns. Un rapport de l'OCDE de 2014, L'art pour l'art, nous dit quant à lui qu'il n'y a pas suffisamment d'études existantes pour établir un lien certain et global entre les maths et la musique, et qu'il faudrait disposer d'études évaluant séparément les effets de la musique sur la géométrie, qui est une discipline spatiale, et les effets de la musique sur d'autres disciplines mathématiques non spatiales. Car le transfert de connaissances de la musique vers des compétences spatiales a pu être déterminé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La musique a tout d'abord un effet sur la sensibilité proprioceptive. La proprioception, c'est un terme surtout employé en neurophysiologie pour qualifier un certain type de sensibilité qui a à l'origine du sens de la position relative des segments du corps et de l'appréciation de leur déplacement, mais aussi de la régulation du tonus musculaire, de la statique et de l'équilibration. C'est en fait le troisième œil qui nous donne l'emplacement de notre corps dans l'espace. Mais ça sert à faire la différence entre nous
et le reste, c'est-à-dire et de savoir, même les yeux fermés, où on est, ce qu'on fait, si on est à la verticale ou à l'horizontale, quelle est la position. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je ne vois pas mes jambes, mais je sais exactement la position de mes jambes. Et je la connais grâce à la proprioception. Et la musique, tout comme le sport, aide à développer cette sensibilité. La posture pour jouer de son instrument, la position très précise des doigts, ça entraîne la création de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau. Elle est donc aussi importante pour l'enfant en jouant le rôle d'un précurseur à de meilleures capacités intellectuelles et performatives que pour la personne qui, vieillissant, conserve des connexions neuronales permettant une bonne communication entre le cerveau et le corps et permettant ainsi de conserver de bonnes capacités proprioceptives. Mais les repères spatiaux, ils se font aussi dans la tête. La musique, elle aide également à se former de bons repères visuospatiaux. La capacité visuospatiale, c'est la capacité à se représenter mentalement des images d'objets, à manipuler des chiffres mentalement en 2 et 3 dimensions, notamment grâce à la rotation mentale, qui est la capacité à faire tourner mentalement l'image d'un objet en 2 ou 3 dimensions. Et ce genre de compétence est importante pour des mathématiques plus avancées. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'imagerie mentale ou motrice qui nécessite une structuration de l'espace et qui implique parfois les processus moteurs. Les compétences visuospatiales, elles jouent un rôle important dans des domaines comme l'ingénierie, la chirurgie ou l'archéologie. Hetland distingue 2 types de raisons qui peuvent être cumulatives, suggérant que l'éducation musicale pourrait améliorer ces compétences. Déjà, il y a la théorie relative aux connexions neuronales, et ensuite il y a la théorie relative au transfert de compétences. L'idée, c'est que si les centres nerveux cérébraux impliqués dans le traitement de la musique et des données spatiales sont proches ou se chevauchent, et donc ça voudrait dire qu'ils sont liés, on peut supposer que le développement de certaines compétences spatiales et musicales est lié et que la musique implique la manipulation mentale d'objets non matériels. Les explications évoquant un quasi-transfert se basent sur l'idée que les compétences visuospatiales sont impliquées dans la pratique de la musique et donc que leur développement grâce à l'éducation musicale pourrait avoir un impact sur certaines formes non musicales de ces compétences. Et du coup, des tâches comme la lecture des notes, la visualisation des relations entre les touches lors de la pratique d'un instrument à clavier, la mémorisation de motifs musicaux, l'improvisation ou la capacité à représenter un son dans l'espace, tout ça, ça exige des compétences visuospatiales qui pourraient éventuellement être appliquées à d'autres disciplines que la musique. Et je dis bien éventuellement parce que ça, c'est encore une hypothèse, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'études sur le sujet. La musique aiderait également à se forger de bons repères spatio-temporels, ce qui consiste à organiser l'espace autour de soi, mais ça on l'a déjà vu, et se projeter dans la durée. Tout ce qui concerne le tempo, donc le BPM, l'écriture et la lecture de partitions, l'interprétation d'un morceau, et notamment à plusieurs, mais aussi l'écoute de musique de tout genre, tout ça aiderait à se forger des repères temporels. Il y a une étude conduite par Rocher en 1993 qui a mis en avant l'effet Mozart, qui se réfère au fait que les gens ont de meilleurs résultats dans des tests mettant en œuvre leurs habiletés de raisonnement spatio-temporel après avoir écouté une musique composée par Mozart pendant 10 minutes, qu'elle soit triste ou joyeuse. Mais il semblerait que la conclusion de cette étude est que l'effet Mozart est en fait le résultat d'excitation et de l'humeur. Donc rien à voir avec Mozart en fait. Ouais. C'est un joli biais de confirmation. Pourquoi ils avaient pas fait leur test avec des musiques complètement différentes pour voir si c'était vraiment la musique en question qui créait l'effet ou pas? Pourquoi du Mozart? Ah ouais, tu vas enseigner aux chercheurs comment faire leur métier, toi, maintenant. Non, c'est juste que j'aime pas Mozart. Voilà, comme ça c'est dit. Je sais pas si t'as de la matière grise à revendre, mais question oreille, t'es plutôt démuni. Pas du tout. J'apprécie Mozart à sa juste valeur. Je dis simplement qu'on ne peut pas écouter que Mozart. Eh ben si, justement. Moi j'écoute que Mozart, ça me suffit. Alors là, ça va sûrement en intéresser beaucoup d'entre vous aussi. Mais bon, il n'y a plus de surprise, hein, du coup, vu tout ce qu'on a vu avant, vous allez pas tomber des nues quand je vais vous dire que la musique, elle a un impact positif général sur les performances scolaires d'un enfant. Des études l'ont montré, et selon les travaux qui ont été faits, la musique renforcerait des capacités de transfert de connaissances, comme on l'a vu juste avant, et elle agirait comme un catalyseur qui stimulerait le développement des capacités cognitives des enfants. Et le fait que la musique agisse comme un catalyseur, c'est justement parce qu'elle fait travailler énormément de parties différentes du cerveau. Une note réalisée par Aurélie Lecoq et Bruno Suchot rend compte des résultats d'une recherche à caractère expérimental qui a été conduite dans des classes de grande section maternelle. Et l'objectif principal de ce travail, c'était de mesurer les effets de la pratique musicale sur 2 aspects des apprentissages des élèves. Déjà le développement cognitif, et ensuite les acquisitions scolaires.
Et les résultats de cette expérimentation, ils encouragent à systématiser ce type de pratique dans les classes. En fait, elles permettent d'appliquer des modalités de transmission pédagogique efficaces, comme la structuration, la planification et la progression des activités enseignées, et l'accroissement de la motivation des élèves, ce qui n'est pas un truc à négliger. En lien avec les performances scolaires, il y a le fait que la musique inculque à un enfant les notions d'accomplissement et de discipline. Elle enseigne aux enfants à travailler sur des objectifs à court ou long terme, à développer des routines et entraîner leur autodiscipline. La fierté d'un accomplissement en réussissant à jouer une nouvelle œuvre difficile, la patience nécessaire pour y parvenir et la prise d'engagement en devant réserver un temps régulier pour s'entraîner forgent cette autodiscipline. Ça, c'était pas lié au cerveau, c'était un truc social, mais bon, il fallait le dire. Et enfin, les enfants pratiquant la musique ont des points de QI supplémentaires par rapport à ceux qui n'en pratiquent pas. Le cerveau de l'enfant musicien fonctionne différemment. Glenn Schellenberg, un compositeur et professeur de psychologie à l'université de Toronto à Mississauga, a publié une étude dans la revue Psychological Science. Il a trouvé une légère augmentation du QI d'enfants de 6 ans qui recevaient des cours hebdomadaires de piano et de chant. En fait, comment il a fait pour réaliser son étude, c'est qu'il a fait 3 groupes d'enfants. Le premier groupe d'enfants a reçu des cours de chant et de piano pendant 9 mois. Le deuxième groupe a reçu des cours de théâtre. En fait, c'était pour comparer les potentiels effets de l'exposition à l'art en général et à la musique plus particulièrement. Et le troisième groupe d'enfants n'a rien reçu du tout. Et le QI des enfants a été testé avant leur entrée en CP, puis une seconde fois avant leur entrée en CE1. Et les enfants qui ont reçu les cours de musique ont tous eu 3 points de QI supplémentaires. Les enfants ayant suivi des cours de théâtre n'ont pas eu d'augmentation de QI, mais ce qui a été amélioré chez eux, c'est leur comportement social, ce qui n'a pas été trouvé chez les enfants ayant suivi des cours de musique. Et le troisième groupe n'a pas évolué du tout. Sans blague, j'ai fait des progrès ou pas? Juste avant, j'ai dit que les compétences sociales des enfants n'ont pas évolué avec l'étude de Schellenberg, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en effet, si la musique est pratiquée en individuel, aucune compétence sociale n'est travaillée. Tandis que si elle est pratiquée à plusieurs, elle aide au développement des compétences sociales et émotionnelles. Elle apprend à travailler ensemble, développe l'empathie et aide à comprendre les émotions des autres. Donc ce qui est développé par la musique, c'est un type de comportement social très axé vers l'émotionnel. Les compétences sociales sont importantes pour les accomplissements d'une personne. Des études longitudinales ont souligné une connexion entre des troubles du comportement et des difficultés sociales d'une part, et une tendance à l'échec scolaire d'autre part. Et les compétences sociales peuvent être développées par la pratique musicale en groupe, orchestre, chorale, etc. Un nombre grandissant d'études suggère que la pratique de certaines activités musicales, lorsqu'elles sont faites en synchronie, encouragerait l'adoption de comportements d'entraide et de coopération dès la petite enfance. Les résultats d'une étude de 2014 suggèrent que le fait de coordonner ses mouvements sur une pulsation établie, par exemple, encourage le développement de comportements prosociaux très tôt dans la vie de l'enfant. La prévisibilité des mouvements synchrones permet probablement à l'enfant d'être plus disponible aux interactions qui lui sont proposées, que ce soit avec un adulte ou avec un autre enfant. Et ce genre d'effet qu'a la musique se transfère vers des compétences sociales plus générales. Maintenant, on va parler de la musique et de l'émotion. C'est vaste, mais on va circonscrire nos propos. L'émotion à travers la musique, elle se traduit souvent par le frisson musical. C'est une corrélation importante entre le niveau de plaisir et une activité cérébrale importante. Mais il n'y a pas de signature spécifique du plaisir musical au niveau de l'activité cérébrale lorsqu'il est créé par la musique. Le cerveau, en fait, il présente la même activité, quelle que soit la chose qui procure du plaisir. Le plaisir musical, du point de vue du cerveau, ne se représente pas forcément par une signature cérébrale spécifique, mais par contre, il a quelque chose de très intéressant, ce plaisir musical, c'est qu'il peut se construire à plein de niveaux différents, à des niveaux très basiques, liés au ressenti de la vibration sonore, jusqu'à un niveau très élaboré. Il y a eu un cas clinique qui est assez marrant, enfin pas marrant mais intéressant, d'un jeune patient en Italie qui était un musicien jazz amateur mais de très bon niveau, qui a été victime d'un accident de moto qui lui a causé une lésion cérébrale. Ouais, effectivement, c'est très marrant. Et en fait, il a eu un hématome qui a détruit une petite partie de son cerveau au niveau de l'hémisphère droit. Je pourrais rien du côté droit. Il n'a présenté aucun signe particulier de perturbation, mais pourtant, il s'est plaint au médecin d'une chose très particulière, c'est qu'il n'éprouvait plus de plaisir à écouter ou à jouer des musiques qu'il aimait avant l'accident. Et concrètement, quand il écoute du jazz, son cerveau est devenu incapable de relier ce qui se passe entre l'accompagnement et ce que fait le soliste. Il a ainsi perdu ce plaisir que peut procurer tant l'écoute que la pratique musicale, comme il l'avait avant. Il entend ce que la majorité d'entre nous entendons, finalement.
J'ai gardé l'effet de la musique le plus évident pour le dernier point, qui est que pratiquer la musique aide dans la manière de s'exprimer, à lâcher sa créativité, à être inspiré, se relaxer, relâcher son stress et sa tension. Évidemment. Sauf quand on est enfant et qu'on va au conservatoire et qu'on n'a pas révisé avant, et qu'on se retrouve face à la prof, là je peux te dire qu'on n'est pas détendu. Hein. Pareil, il y a un concert, hein, N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer la musique, la seule erreur est de ne jamais commencer. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est qu'elle vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à la partager à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à vos proches, à tout le monde. Tout le monde doit la voir. Et si vous voulez avoir un gros hippocampe comme elle, abonnez-vous.